Bien, donc aujourd'hui, quand on parle d'obsolescence programmée, il faut s'intéresser aussi à des indicateurs qui permettent d'évaluer la durée de fonctionnement du produit. Alors, selon Vance Packard, il y a 3 types d'obsolescence programmée. La première concerne la fonction, c'est-à-dire que un produit qui a été conçu il y a quelques années ne peut plus intégrer les nouvelles fonctionnalités. On pense au téléphone, mais on peut penser aussi aux PC qui sont plus capables de supporter les nouvelles versions logicielles parce qu'ils n'ont pas assez de puissance de calcul. Donc ici, on a un problème de fonctions qui ne sont pas remplies par un système qui est assez ancien et qui présente le problème au consommateur d'être conduit à renouveler son équipement dans ce contexte. Le deuxième point de l'obsolescence programmée, c'est un aspect plutôt psychologique, c'est-à-dire que c'est un produit qui paraît désuet, qui n'est plus à la mode, et donc qu'on a envie de renouveler. Alors sur ces 2 points, on peut discuter, ils sont ambigus. En revanche, le dernier point qui concerne la qualité, là c'est plutôt une action délibérée, c'est-à-dire qu'on va plutôt concevoir un produit dans l'esprit de faire en sorte que ce produit ne dure pas plus d'un certain temps. Mais quelle que soit la démarche au niveau qualité, c'est-à-dire une démarche qui vise à concevoir soit un produit qui dure ou un produit qui ne dure pas, on est amené à s'intéresser à un certain nombre d'indicateurs, c'est-à-dire que le produit qui va être mis sur le marché, soit il va être conçu pour durer, et on a évoqué tout à l'heure l'industrie nucléaire, par exemple, les calculateurs qui pilotent les trains, les chars. Donc là où on est plutôt dans une démarche de concevoir des produits qui durent très longtemps, on parle de durée de 30 ans dans certains cas, ou alors, dans le cas de l'obsolescence programmée, on va s'assurer de concevoir un produit, mais dans un autre esprit, c'est-à-dire un esprit où on va être amené à utiliser ce produit pendant une période de temps courte, mais toujours est-il, il faut dans les 2 cas avoir une démarche un peu scientifique, c'est-à-dire estimer la fiabilité du produit. Dans un cas, on va s'assurer que cette fiabilité est longue, c'est le cas des calculateurs que j'ai évoqués. Dans l'autre cas, on va au moins s'assurer que la durée de vie dépasse la période de garantie. Donc dans les 2 cas, la démarche scientifique est nécessaire pour estimer cette fiabilité du produit. Et on va un peu regarder ces indicateurs, juste pour vous présenter, puis pour vous faire comprendre un peu la démarche qu'on a quand on est amené à concevoir des produits électroniques ou mécaniques, puisqu'on s'inscrit exactement dans le même état d'esprit. Alors, des indicateurs, il y en a beaucoup, mais il y en a 3 qui reviennent tout le temps. Le premier concerne la fiabilité. La fiabilité, donc, c'est un indicateur qu'on calcule. Je vais vous montrer un peu la démarche de calcul de cet indicateur. Et si on résume la signification de cet indicateur, c'est un indicateur qui donne la probabilité pour qu'un équipement fonctionne au bout d'un certain temps. C'est-à-dire que je prends un équipement et au bout de 1000 heures de fonctionnement, je vais calculer la probabilité pour qu'il fonctionne. Si elle est de 70%, ça voudra dire qu'en gros, j'ai 7 chances sur 10 pour qu'après 1000 heures de fonctionnement, l'équipement en question fonctionne. Donc cet indicateur se calcule, on va regarder un peu la démarche qu'on a pour soit le réduire ou soit au contraire le maximiser. Mais toujours est-il, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que dans les 2 cas, quelle que soit la démarche conception d'un produit à courte durée de vie ou conception d'un produit à longue durée de vie, on est amené à s'intéresser à ce genre de paramètres. Le deuxième indicateur, lui, s'intéresse plutôt aux équipements qui sont dédiés à une longue durée de vie, c'est la maintenabilité.
En gros, la maintenabilité, on calcule quoi? On calcule le temps nécessaire moyen pour réparer un équipement qui est tombé en panne. Donc ça caractérise la facilité à maintenir un système. Si par exemple il est facilement démontable, si par exemple on peut changer une batterie sans démonter l'équipement, on aura une bonne maintenabilité du système. En revanche, si il faut dessouder une batterie alors qu'on sait sciemment au départ, quand on conçoit le produit, que l'élément faible est la batterie et que c'est l'élément qui va lâcher en premier et bien avant l'électronique, et bien là on va être plutôt dans une démarche délibérée de concevoir un produit jetable qui n'est pas voué à durer très longtemps. Et enfin, le dernier facteur qui est pris en compte concernant les produits qui sont destinés à durer, c'est la disponibilité. Alors la disponibilité, elle prend en compte à la fois la fiabilité, c'est-à-dire la durée de vie du produit, et le temps d'immobilisation qui est lié à la réparation ou à la maintenance du produit. Donc c'est en fait une prise en compte des deux premiers facteurs. Si par exemple sur un site industriel vous avez des machines, qu'une machine tombe en panne, et bien, pendant le temps de réparation de cette machine est immobilisée, elle n'est pas opérationnelle et donc on a des temps de production qui ne peuvent pas se dérouler. Donc dans ce contexte-là, on prend en compte aussi le temps d'intervention pour le remettre en état et pour relancer la production. Donc la disponibilité s'intéresse essentiellement à des systèmes qui sont voués à fonctionner 24 heures sur 24 ou sur des durées de vie longues, de manière à minimiser l'impact d'immobilisation quand un produit tombe en panne. Donc les deux derniers paramètres sont très peu pris en compte concernant les produits qui sont destinés à être jetés après la première mise hors service. Alors, il est nécessaire de conduire des calculs prévisionnels concernant ces paramètres, tout simplement déjà pour évaluer le temps d'usage du produit. Hein, je l'expliquais tout à l'heure, quelle que soit la démarche, il faut au moins s'assurer, quand on conçoit même des produits à faible durée de vie, que ces produits sont en état de fonctionnement au moins pendant la période de garantie avec une probabilité élevée. Donc tout ça pour éviter des coûts à l'entreprise qui conçoit ces produits, puisqu'ils sont pris en charge dans ce cas-là par l'entreprise en charge de la conception du produit. Ensuite, dans cette démarche, il faut aussi identifier les éléments à faible durée de vie impactant la fiabilité globale du produit. Je prends un exemple, une électronique associée à une batterie. On sait par l'analyse, bon là le résultat est trivial, mais on sait par l'analyse que l'élément faible du produit qui va impacter la durée de vie du produit est la batterie, puisqu'une batterie, elle est très souvent spécifiée aussi par le nombre de charges et de recharge et de décharge qu'elle peut subir pendant sa durée de vie. Donc ça veut dire qu'une batterie qui est spécifiée pour 5000 décharges et 5000 recharges, au bout de ces cycles, elle sera hors service. En revanche, l'électronique qui sera associée à cette batterie va durer bien plus longtemps que la batterie. Donc, en évaluant les éléments faibles, ici j'en ai cité un qui est évident, mais ils ne sont pas toujours évidents à identifier, ça nous permet, derrière, si on s'inscrit dans une démarche de produits destinés à vivre le plus longtemps possible, et ben dans ce cas-là, on va s'inscrire dans une démarche où on va faire en sorte que le changement de la batterie est facile, de façon à relancer le produit pendant son cycle de vie. Ensuite, ça permet aussi de définir une stratégie de maintenance préventive. Dans le cas où on est amené à développer des produits qui durent,
il faut bien évidemment avoir une idée des éléments qui sont faibles et qui vont, disons, présenter les premiers dysfonctionnements d'un système global. Donc dans ce cadre-là, ce qu'il faut envisager, c'est une maintenance préventive qui vise à éviter la panne. C'est-à-dire que par prévention, si par exemple, je reprends l'exemple de la batterie, quand on sera à 4500 charges et décharges, eh ben, par prévention, on la changera avant qu'elle tombe en panne, de manière à garantir une disponibilité maximale du produit. Donc tout ça, c'est en identifiant les éléments sensibles. J'ai cité la batterie, mais ça peut être un système mécanique, ça peut être une usure mécanique aussi qui est en question. Et dans ce cas-là, si par exemple vous avez une gâche électrique qui est pilotée par un système électronique, et ben, on sait que l'élément qui va casser en premier, ça va être plutôt le système mécanique. Donc à ce moment-là, en ayant identifié les éléments mécaniques ou électroniques du système, on va pouvoir aussi construire un plan de maintenance visant à éviter la panne du système. Alors aussi, ça vise à déterminer aussi les éléments qui peuvent raccourcir la durée de vie du produit par un mauvais usage. Alors, par exemple, une batterie, c'est pas conseillé de faire des décharges profondes d'une batterie. C'est-à-dire qu'avant de la recharge, avant de recharger votre téléphone, il n'est pas recommandé d'attendre qu'il reste simplement 10% de charge dans la batterie et de la recharger. Parce qu'on sait que les décharges profondes des batteries contribuent à une réduction de leur durée de vie. Il y a d'autres exemples dans le domaine de l'électronique. On sait aussi qu'il y a des composants, à chaque fois que la température ambiante augmente de 10 degrés, on diminue par 2 leur durée de vie. Donc on va faire des recommandations d'utilisation concernant la température de l'équipement de façon à maximiser sa durée de vie. Donc c'est le résultat de ces calculs qui nous permettent de définir aussi une stratégie d'utilisation du produit en question. Ensuite, ça nous permet, lors de la conception, de comparer des solutions différentes. Si je prends l'exemple des écrans plats, à une certaine époque, les écrans plats étaient rétroéclairés par des tubes. Et il y a eu une période de transition où ces écrans étaient soit éclairés par des tubes, soit éclairés par des LED. Si on fait le calcul mathématique, on se rend compte que si on veut un écran qui dure, on a plutôt intérêt à privilégier une technologie à LED plutôt qu'une technologie à tube, puisque le calcul montre de façon assez simple que la durée de vie des LED est bien supérieure à la durée de vie des tubes. Donc, ça permet aussi de définir ce que j'évoquais tout à l'heure, une stratégie de maintenance préventive, c'est-à-dire d'éviter l'arrêt de fonctionnement du produit en ayant un plan d'entretien du produit. C'est ce qu'on fait indirectement dans un autre secteur. Quand vous portez votre voiture en révision, vous changez l'huile pour éviter un risque de rupture de votre moteur. Donc là, c'est du préventif. Mais c'est un autre exemple. Mais cette action préventive s'inscrit aussi dans le domaine de l'électronique et de la mécanique. Et puis ensuite, quand on s'inscrit dans une démarche de longue durée, eh ben, quand les composants ne sont plus disponibles sur le marché et qu'on veut disposer de pièces de rechange sur un nombre d'années important, eh ben, il y a une stratégie aussi de stockage de façon à maintenir le produit pour la durée de vie pour laquelle il a été prévu.
Alors une défaillance, qu'est-ce que c'est qu'une défaillance? C'est quand le produit cesse de fonctionner par rapport à ses spécifications d'origine. Et on distingue deux types de défaillances. On distingue la défaillance progressive, mais aussi la défaillance aléatoire. Alors la défaillance progressive, c'est une défaillance qui est plutôt liée à l'usure du composant ou de l'élément. Je m'explique, par exemple, si vous parlez de l'éclairage d'une LED, dans ce domaine-là, on considère qu'une LED est défaillante quand elle éclaire la moitié de ce qu'elle éclairait quand elle était neuve. Donc c'est un critère qui est subjectif, mais c'est un critère qui est adopté. Donc on dit, à partir du moment que la LED éclaire la moitié de la puissance par rapport à son état initial, je considère qu'elle est défaillante. Et en revanche, la défaillance aléatoire, c'est une panne qui n'est pas prévisible et qui peut arriver avec une certaine probabilité. Alors le taux de défaillance, on s'y intéresse, c'est un indicateur qui est dérivé, qui nous permet en fait de calculer la fiabilité et qui en fait donne le nombre de pannes par heure d'un équipement. Donc je prends N équipements, je les fais fonctionner tant d'heures et je regarde le nombre de pannes que j'observe pendant cette durée. Et donc le taux de défaillance caractérise le nombre de pannes par heure que peut avoir un ensemble d'équipements. Alors on s'y intéresse parce qu'il nous permet de calculer ce qu'on appelle la fiabilité que j'évoquais tout à l'heure et qui est en fait ni plus ni moins la probabilité pour qu'un équipement fonctionne au bout d'un certain nombre d'heures. Alors, quand on parle de défaillance, on a de manière classique trois cycles. On a la jeunesse de l'équipement, c'est-à-dire quand il vient sortir de production, et on regarde le nombre de pannes par heure à ce moment-là, et on se rend compte qu'il est très élevé. Bon, alors il est très élevé parce que on peut avoir des défauts de fabrication, on peut avoir des défauts de jeunesse. Et dans ce contexte, ce qu'il faut éviter, c'est de mettre sur le marché des équipements qui risquent de tomber en panne avec une forte probabilité. Donc ça, c'est la phase de jeunesse. Et pour éviter ce problème, eh bien, on va procéder à ce qu'on appelle à une phase de déverminage, c'est-à-dire qu'on va faire fonctionner les équipements pendant un temps donné, de façon à passer cette étape de jeunesse et s'assurer qu'on met sur le marché des équipements qui ont une probabilité de panne faible. Ensuite, quand on a passé cette étape, on a ce qu'on appelle la période de maturité, et là, on va plutôt être dans le régime des pannes aléatoires et qu'on va essayer de minimiser par la conception des produits et par une analyse mathématique des défaillances. Et ensuite, la probabilité de panne augmente, et l'augmentation de cette probabilité de panne est en fait liée au vieillissement de l'équipement. Alors, ça se résume par la fameuse courbe en baignoire qui donne le taux de panne en fonction du temps. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est que dans la phase de jeunesse, qui est la phase à gauche, le taux de panne est élevé. Donc, ensuite, dans la période de maturité, le taux de panne est faible. C'est là que l'on utilise pleinement le produit. Et enfin, quand le produit vieillit, le taux de panne augmente lié au vieillissement. Donc, pour éviter justement la diffusion sur le marché d'équipements qui risquent de tomber en panne rapidement, eh ben, les fabricants de téléphones ou de calculateurs vont faire fonctionner en interne leurs produits pendant une durée déterminée,
de façon à isoler les produits qui tombent en panne pour éviter leur diffusion sur le marché et donc pour réduire le risque de retour sous garantie, en d'autres termes. Et ensuite, quand on arrive dans cette période de maturité, eh bien, on va essayer d'évaluer le temps de fonctionnement de cette période de maturité, où là, le taux de panne est très faible. Et après, avec le vieillissement, on va avoir à nouveau une croissance du taux de panne. Et quand ce taux de panne dépasse un certain seuil, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebuter le produit parce que sa réparation devient trop onéreuse et non justifiée.